Bien, bonjour, merci à vous et d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 h dans le ZCL News et c'est le début de la semaine. Beaucoup de choses. On va parler tout à l'heure d'actualité, le barrage de Jean-Brun cité ce matin par la LCDM. Vous saurez tout à l'heure grâce à Grégory Labs qui était sur place. Conférence sur la santé mentale à la maison de quartier des Sources, puisque vous savez que nous sommes dans la semaine de la santé mentale. Présentation de l'ouvrage Le Cri au centre culturel Gérard Loquel, c'était vendredi, Olivier Mordel s'est rendu sur place, ouverture de la déchetterie, on parlera aussi de Miss Goyave, et puis il y avait aussi l'inauguration du festival Langue et Culture Créole avec Maurice et Leslie Armand, et c'était la rentrée des écoles catholiques à la cathédrale de Bastia. Vous voyez, aujourd'hui, la barque est bien lourde. On va recevoir dans un instant Lovely Romuald. Bonjour. Elle est sage-femme à la PMI du Moule, avec elle on parlera de bien-être et de maternité, c'est bien ça? Merci. Saïdou Bernabé Jouri, Alliance Ciné Caraïbes sera aussi avec nous dans un instant. Notre chroniqueuse, les chroniqueuses Nancy Duflo est prévue, c'est comme ça. Dans sa chronique, c'est comme ça dans un instant. Sylvie Rosier, boostez-vous, sera aussi là. Et puis on va terminer avec Marilène Ferdi vers 13h30, un petit peu plus tard. Voilà un petit peu le sommaire. Tout de suite, rapidement, un petit point sur l'actualité avec ce barrage à Jean-Brun par la LCDM. Reportage Grégory Labs, on regarde. Singulièrement les organismes qui là pour défendre les intérêts effectivement à l'agriculteur, c'est-à-dire la SAFER. Jour là, c'est depuis 15 jours quasiment, 15 ou 16e jour là que nous bloquons la Chambre d'agriculture. Nous bloquons la Chambre d'agriculture d'avoir que dans le monde agricole, singulièrement les organismes qui là pour défendre les intérêts effectivement à l'agriculteur, c'est-à-dire la SAFER, la Chambre d'agriculture, même lycée là aussi. On va constater que ces outils-là sont détournés à des fins privées personnelles. C'est-à-dire qu'au lieu de ces messieurs distribuer là, installer chez nous, eh bien, ils ont organisé avec ces mails-là, avec des départements, pour déclasser là, pour faire je là nous là, précisément, pour respecter des protocoles que nous avons signés avec eux d'ailleurs. Nous signons un protocole pour installer un petit jeune, etc. Ils disent nous, d'accord, préfère signer, tout le monde signe. À l'issue d'une réunion avec le LCDM, nous avons eu 4 ou 5 points à l'ordre du jour que nous avons traités sur les problématiques qui nous concernaient. Et on arrive le point 5 sur la ferme d'Oussami, où un protocole avait été signé avec le préfet, le département, la chambre même et le syndicat LCDM. Et puis on a bloqué sur ça. Et donc, à partir du moment que moi, je n'ai pas de réponse sur ce problème qui ne concerne pas, en tout cas, la Chambre d'agriculture ou sinon à epsilon de responsabilité sur cette affaire-là, eh bien, la Chambre a été bloquée. Donc, nous pouvons écrire tout ça nous voulons, nous pouvons faire tout ça nous voulons, nous pouvons respecter en merde même si nous signons. C'est pour ça que 15 jours, nous avons crié ces messieurs, nous avons envoyé couiller par ces messieurs, nous avons demandé pour faire des réunions tabouantes pour tout simplement saisir et appliquer les protocoles que nous signons, ni Tim, ni Bouillon. Jodla, nous décidons effectivement de prendre la rue là, c'est clair, et Jodla, nous pas pressés, nous pas besoin de voyer. Nous pas besoin de voyer, nous avons fait un appel d'ores et déjà à tous les soldats de la liberté. La Chambre, je dis encore, n'a rien à voir dans cela. Seulement, on veut nous faire porter le chapeau. Écoutez, soyez sérieux, nous ne vendons pas de terre, hein. Nous gérons des GFA tout simplement. Il y a le préfet, le département et la SAFER qui détiennent, je pense, la clé du problème. La solution pourrait éventuellement venir de là, mais pas de la Chambre d'agriculture. Il faut que ces personnes reviennent sur la table de négociation pour expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce protocole et mettre le curseur sur chaque responsable à chaque moment de ce processus qui consistait eh bien, sur la ferme Oussami à régler ce problème parce que c'est un vrai problème. Nous prenons la rue là, nous prenons la rue là, nous occupons la rue là parce qu'il y a un problème fondal de détournement de terre, de déclassement, et ça a fait en toute complicité avec la SAFER, avec la Chambre d'agriculture. Il y a toutes complices. D'accord? Donc, là, il faut nous faire une véritable table ronde et mettre les vrais habitants sur la table
pour nous voir qui gens nous avons distribué tel bâti nous pour effectivement ces petits gens qui sorti par des milliers effectivement en lycée là, et bien pour installer ces petits gens. Voilà pourquoi nous là. Un problème qui n'est pas encore résolu. On espère que ce premier barrage ne sera pas suivi d'autres, mais en tout cas permettra au moins de réunir les personnes concernées autour de la table pour une discussion. Un deuxième sujet avant de parler de la PMI au Moule, c'est la conférence sur la santé mentale à la maison de quartier des Sources à Cap-Esther. Vianney Valverde était sur place. Je vous rappelle que nous sommes dans la semaine de la santé mentale. Il y a beaucoup de manifestations qui se font un peu partout. Des gens qui disent que moun fou, d'autres personnes pensent que c'est de la santé mentale, on peut soigner les gens qui sont atteints de certains traumatismes. Reportage Vianney Valverde, c'est parti. Bon, ce sujet sera après tout à l'heure, il est au montage. Pour l'instant, je vous l'ai dit, on va parler, on ne quitte pas le domaine de la santé, puisqu'on va parler du bien-être et de la maternité, puisque mercredi, il y aura une manifestation pour les femmes enceintes, les nouveaux parents, les couples ayant un désir d'enfant. Bonjour Madame Romuald. Bonjour Monsieur Zandronis. Quel va être le type de votre intervention? Alors aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de cette manifestation que les sages-femmes du Conseil départemental organisent ce mercredi. Nous sommes en plein dans la semaine de l'allaitement, mais il est important pour nous de mettre en avant le bien-être de la femme, de la famille, puisqu'en fait, entre la période de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la période des 1000 premiers jours, qui est une période cruciale. Les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours. C'est quoi les 1000 premiers jours? C'est de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. 1000 jours, c'est cool. Ah, d'accord. Ouais. 1000 jours, ça fait quoi? 2 ans à peu près, 2 ans? Voilà, un peu plus de 2 ans et 9 mois, grosso modo. 2 ans et 9 mois, 2 ans et un autre bébé. Si les gens veulent bien, peut-être, un autre bébé. Mais c'est une période qui est cruciale pour le développement de l'enfant. Et la grossesse est aussi une période particulière dans la vie d'une femme, puisqu'on se retrouve à se poser beaucoup de questions. Est-ce que je serai une bonne mère? Comment je vais faire? Pour le papa aussi, est-ce que je serai un bon papa? Comment je vais faire? Donc, tout ça, ça chamboule un peu la famille. Et il y a aussi les douleurs, parce que c'est vrai qu'on dit que la grossesse n'est pas une maladie, mais porter un enfant pendant 9 mois, Monsieur Zandronis, je suis sûre que les femmes peuvent vous dire comment des fois c'est difficile entre la sciatique. Les hommes ne connaissent pas ça, alors vous savez. Ils connaissent pas, mais ils assistent à ça. Ils sont présents. Ils sont présents, ils voient. Et donc, nous, on propose justement que la femme puisse être bien. Donc, on va proposer différents ateliers, une conférence, des stands pour le bien-être de la femme et avec des activités qui peuvent se faire en douceur, adaptées avec des professionnels. Oui. Alors, les femmes qui sont déjà enceintes ou les femmes qui pensent l'être? Tout le monde. Tout le monde? Je peux avoir un désir d'enfant, je peux venir. Je suis enceinte, je peux venir. J'ai accouché, je peux venir. Ma fille est enceinte, je peux venir avec ma fille. Je peux venir avec ma femme, je peux venir avec ma soeur, avec ma cousine. C'est vraiment pour toute la famille. Oui. Et ces ateliers seront, j'ai envie de dire, performants, suffisamment bien faits pour donner courage et confiance aux femmes enceintes ou désirant l'être? Bien sûr, nous serons avec des professionnels. Donc, alors, ce qui est bien avec les sages-femmes de PMI, c'est qu'on sait s'entourer de professionnels. On sait qu'on a un réseau. Et donc là, nous faisons appel à différents professionnels. On fait appel à une danseuse, Madame Fala, qui est une danseuse de Groka. Donc, il y aura la possibilité... On va danser le Groka pendant... Exactement. Donc, il y aura un atelier de danse Groka. Oui, mais quel rapport entre la danse Groka et... Parce que la danse me permet justement de m'exprimer, de relâcher mes tensions. Donc, tout ça concourt au bien-être, au fait que je me sente mieux. D'accord. On aura aussi... Madame Alizé de Cocon de Bien-être. Donc là, ce sera des ateliers d'automassage. Donc, apprendre comment moi, à la maison, il est peut-être 22 heures, que là, j'ai mal au dos ou que là, je suis un petit peu stressée, je me sens un peu anxieuse. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ça peut être l'occasion de faire de l'automassage parce que j'ai été à la manifestation et que j'ai appris à faire de l'automassage. Il y a également de l'activité physique adaptée. Parce que pendant la grossesse, on peut faire du sport de façon adaptée et aussi après. Jusqu'à combien de mois? On peut faire, il n'y a pas de limite. Ah bon, il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite, c'est vraiment... Je croyais qu'il y avait une date, on fait comment dire, une deadline à ne pas franchir quand on est enceinte. Non, alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire de sport du tout, on dit bon, d'attendre quand même que les 3 premiers mois passent. Mais quand on est quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'activité physique, c'est vrai qu'on va réduire les charges, qu'on ne va pas être dans la performance, mais se bouger, faire du sport, c'est très bien pour soi et aussi pour le bébé. Ça diminue les complications. Oui.
Ça veut dire que les sages-femmes sont vraiment des sages-femmes. Oui, connaissance de la femme. C'est exactement ça. Oui. Et on fait souvent appel aux sages-femmes dans ces périodes-là, enfin en dehors de cette journée de bien-être maternité. Comment au quotidien la sage-femme intervient dans la vie de tous les jours? Alors la sage-femme de PMI et même les autres sages-femmes, mais surtout la sage-femme de PMI. De PMI, bien sûr. Parce que le conseil départemental, ça fait partie de ses missions. La femme, la famille. Donc, on est dans le cœur de notre métier pour nos sages-femmes. Donc, on va intervenir pour de la contraception, de la gynécologie préventive, de l'éducation à la sexualité auprès des jeunes, par exemple. Ma fille, je ne sais pas comment lui dire qu'elle aura ses règles bientôt. Je peux aller voir la sage-femme de PMI qui pourra lui expliquer les choses, comment ça se passe. On fait également des interventions au niveau des établissements scolaires. Donc, on va au niveau des lycées, des collèges, etc. Si là, j'ai un petit souci au niveau gynéco, que j'ai des petites questions, je peux aller voir la sage-femme de PMI. Ça, c'est avant la grossesse. Pendant la grossesse, la sage-femme de PMI réalise les consultations de suivi de grossesse. Nous faisons également des visites à domicile. Après l'arrivée de bébé, on fait également des visites à domicile, peser bébé, voir si maman va bien, etc. La consultation postnatale, le soutien à la parentalité. Et dans tout ça, on inclut le monsieur. Ça veut dire que pour être sage-femme, il faut avoir fait au moins 1 ou 2 enfants? Pas forcément. Ah bon, pas forcément? Pas forcément. Oui. Beaucoup de sages-femmes n'ont pas d'enfants. Ah bon? Et ils apprennent ça ou uniquement en étudiant, psychologiquement? Alors, on a, c'est vrai, le côté théorique, oui. mais on a aussi le côté pratique. Puisque sage-femme, c'est un bac+5. Oui. Il y a un concours qu'on passe, exactement. Oui. On va dans une école de sage-femme. Donc, certaines vont en Martinique, il y a école en Belgique, il y a école en France, etc. Donc, on a une partie théorique avec des cours et on a aussi le côté pratique. On fait des stages au milieu hospitalier, des stages en PMI, des stages en libéral. Comment la sage-femme travaille avec le médecin, d'une manière générale? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment un travail de collaboration. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que sage-femme, on va voir certaines choses. On va dire que, bon, ça dépasse la physiologie, puisque la sage-femme est la gardienne de la physiologie. Ah. C'est vraiment ça, la gardienne de la physiologie. C'est-à-dire qu'on s'assure que tout se passe bien, qu'on reste dans la normalité des choses. À partir du moment où on voit qu'effectivement, là, il y a un petit souci, il y a une pathologie, on passe le relais au médecin. Au médecin. C'est ça. Oui. Et donc, cette journée, alors malheureusement, c'est une journée de bien-être maternité, ça se passe au Fort Fleur d'Épée. C'est ça. Alors, j'ai envie de vous dire, bon, les gens qui habitent Verbastère. Alors, c'est vrai qu'on se dit que pour les gens qui habitent Verbastère, c'est un peu compliqué. Oui. Ce qui peut être, c'est de proposer à une copine, à une cousine, à quelqu'un de la famille. On fait du covoiturage. Carrément. Oui, on fait du covoiturage, puisque le conseil départemental mettra à disposition une navette au niveau du parking du Palais des Sports du Gosier pour arriver au niveau du Fort Fleur d'Épée. L'accueil des participants, c'est à partir de 8h. La manifestation, c'est de 8h à 16h. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses. Il y aura des stands sur l'allaitement, il y aura des stands sur la contraception, il y aura des stands il y aura des ateliers créatifs. Donc, comment faire des petits mobiles pour mettre sur le berceau de mon bébé quand mon bébé sera là. Ou si mon bébé est déjà là, je sais que ce soir, j'ai créé, moi, le petit mobile pour mon enfant. D'accord. Je n'ai pas posé la question pour les femmes qui vivent dans les îles du Sud. Malheureusement, elles sont un petit peu oubliées, non? Alors, c'est une première étape, M. Zandronis. Ah, c'est une première étape. C'est une première étape. Là, c'est la première fois. Ah, c'est la première... C'est la première fois c'est la première que les sages-femmes de PMI organisent la journée bien-être et maternité. Vous êtes suffisamment nombreuses pour la Guadeloupe? Nous sommes 19. Pour l'ensemble du pays? C'est suffisant? Alors, M. Zandronis, si vous estimez qu'il n'y a pas assez, ce serait bien, parce que peut-être qu'on pourra recruter davantage de sages-femmes. Enfin non, moi je pose la question, je demande si c'est suffisant. Chaque commune est desservie. Certaines collègues se retrouvent à faire plusieurs communes, oui. Vous êtes sous le moule, vous? Oui, c'est ça. Ouais. Moule, alors seulement moule ou bien moule mornalo? Non, moi je ne fais que le moule. Que le moule? Exact. D'accord. Bon, écoutez, les femmes enceintes qui vous écoutent, le rendez-vous est pris, 8h. Dès 8h, l'accueil des participants, oui. 6h. En fait, pour manger sur place? Alors, malheureusement, non. Donc, il faut venir avec son sandwich? Soit venir avec son sandwich, soit venir avec son repas qu'on aura préparé. C'est une possibilité, oui. Mais par contre, on va... pour le bébé, alors? Pour le bébé? Il faut venir avec ou sans bébé, au fait? Alors, il faut venir avec son bébé. Oui. On peut venir avec son enfant aussi, puisqu'il y aura possibilité d'activité pour les enfants aussi. Il n'y aura pas de crèche, quand même? Pas de crèche en soi, mais il y aura vraiment une partie pour les enfants, pour les occuper, pour jouer avec eux, pour justement être dans l'éducation aussi des enfants par
le côté créatif des choses, puisqu'il y aura du personnel qui sera là pour ça. Nous avons nos collègues... Il n'y aura pas de médecins ce jour-là, non? Alors, nos collègues médecins seront là. Ils seront là aussi? Oui. D'accord. Pour assister aussi à la manifestation, mais il y aura 19 sages-femmes, rien que pour toutes les dames qui seront là. Oh oui, bon. Nous serons toutes présentes. Bien, ben écoutez, le rendez-vous est pris. Mesdames, si vous avez l'intention d'avoir un bébé, ou si vous avez déjà un bébé, ou si vous voulez être enceinte demain, le rendez-vous est pris avec la PMI et les sages-femmes comme Madame Romuald. C'est ça. On vous remercie d'être venu. Merci à vous. De dire tout ça. Et puis le rendez-vous est pris mercredi 16, 8h, 16h, Fort Fleur d'Épée. Il y aura une navette disponible au départ du parking du Palais des Sports du Gosier. Exactement. Pour vous rejoindre. Merci madame. Merci à vous. Bonne journée. Et continuez votre travail. Merci. On va revenir sur l'actualité avec la présentation de l'ouvrage Le Cri au Centre culturel Gérard Lequel. C'était ce week-end devant la caméra d'Olivier Moradel. Le Cri, c'est un ouvrage qui a été écrit par quelqu'un, une femme qui souffre d'anorexie. C'est une maladie aussi qui touche beaucoup de personnes en Guadeloupe. Et elle a poussé un cri et son cri s'est transformé en ouvrage. Reportage. Madame Barlagne est venue nous voir, nous disant qu'elle a son livre à présenter. Et donc ça tombait très bien parce que nous attendons justement que les administrés qui ont un talent caché viennent nous voir pour pouvoir lancer cette idée que nous avons eue en 2023, mais qui n'avait pas encore très bien pris. Et donc là, ce soir, c'est l'occasion pour lancer le message à tout citoyen bémarossien de venir nous voir, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la photo, qu'on ait un talent caché. C'est ouvert à tout bémarossien dans le cadre de la démocratie participative. C'est un projet qui date depuis, on va dire, 2004. Ma mère décède en 2002 et à partir de là commence la descente aux enfers parce que je suis déclarée comme étant quelqu'un en dépression avec des troubles anorexiques. C'est-à-dire que dans le cri, vous allez voir le C, le premier C, c'est la culpabilité. Je crois que c'est moi qui ai tué ma mère et donc je ne m'autorise plus à m'alimenter. Un grand bravo pour elle et beaucoup de courage parce que pour pouvoir écrire, moi je l'ai lu le livre, pour pouvoir l'écrire, il faut vraiment avoir ce courage. Et je la félicite et nous sommes très fiers au sein de la direction de pouvoir l'aider à traverser ce passage difficile. Vous allez découvrir mes combats, mes défis, les moments où je sens que c'est le désespoir puisque j'essaye de mettre fin à mes jours à 2 reprises et cette envie de disparaître au propre comme au figuré. Et puis je me suis dit, quand j'ai commencé, j'ai rencontré Corinne Dossa qui m'a tendu la main pour l'écriture de ce livre. Je me suis dit qu'il est nécessaire de l'écrire déjà pour moi, pour rentrer dans ce processus de guérison et ensuite pour les autres, pour informer, pour donner des pistes. Hein, parce que même si le livre traite de la nourriture, parce que nous avons malgré tout tous un rapport particulier avec la nourriture, même si le livre... Il traite aussi de choses dont nous avons tous des défis, des traumatismes. Il va falloir de la résilience, il faut parfois pardonner. Il faut avoir du courage, voilà. J'ai fait tout ça pour vraiment vous montrer qu'il y a des outils et qu'on peut s'en sortir parce que la résilience, c'est pour tout le monde. Voilà, l'ouvrage est désormais disponible pour l'acheter. On va partir vers Basse-Terre. Il y avait la messe de rentrée des écoles catholiques de Basse-Terre. C'est un événement qui se fait chaque année. Pour la première fois, nous avons pu assister à ça en direct. Reportage, on verra tout de suite de quoi il s'agissait. C'était hier dimanche à la cathédrale de Basse-Terre, la messe de rentrée scolaire de l'enseignement catholique en Guadeloupe. Pour l'occasion, des dizaines d'élèves, d'enseignants, mais aussi des parents d'élèves venus de toutes les régions de la Guadeloupe et des écoles catholiques particulièrement. Une manifestation plutôt joyeuse, présidée par Monseigneur Philippe Guillaume.
Voilà, le son n'était pas très bon, mais enfin, vous avez pu avoir une idée de ce que c'était. Il est déjà 12h54. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News d'aujourd'hui, lundi 14. On va recevoir Sadou Bernabé, et Nancy Duflo, notre chroniqueuse, et ensuite les deux autres chroniqueuses du ZCL News. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à 14h. Je vous le rappelle, on a parlé tout à l'heure du barrage de Jabouin par la SCDM ce matin pour trouver une négociation autour du problème des terres. On a aussi vu la présentation de l'ouvrage de Locri au Centre culturel Girard Louquel. Dans un instant, on parlera de la réouverture de la déchetterie de D. Mais avant, on va faire un petit tour du côté de la chronique. C'est comme ça, générique. Nancy, bonjour. Nancy, c'est notre community manager du lundi. On a toujours plaisir à se retrouver. Alors, aujourd'hui, on va parler des clés du succès en ligne. Alors, explication. Bonjour à tous. Mais toujours ravi de te revoir, Dani, de revoir l'équipe. Oui. Alors, en fait, il existe plusieurs moyens pour savoir si une publication ou bien une page fonctionne. Alors, c'est surtout au niveau des indicateurs de performance. On parle ici de tout ce qui est interaction, de tout ce qui est like, tout ce qui est j'aime, tout ce qui est partage, commentaire. Les likes, tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Même les pouces levés aussi, ça, le petit cœur, tout ça, les émoticônes. Oui, c'est des indicateurs de performance, ça c'est clair. Et c'est surtout les commentaires. Oui. Et en fait, ça va nous permettre de savoir si un post fonctionne. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut se baser pour savoir si ça marche. Oui. Voilà. Alors, comment on évalue vraiment l'engagement alors? Alors, en fait, il existe plusieurs applications pour mesurer en fait la performance. Là, je pense tout de suite à Meta Business, qui est totalement gratuit. Facebook nous offre cette application pour nous permettre d'évaluer la performance sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a des applications qui sont aussi payantes. Oui. Voilà. Donc, en fait, avec ces indicateurs de performance, on va pouvoir en fait s'aligner, c'est-à-dire avec la stratégie de communication. Ça va nous permettre d'avoir vraiment les informations nécessaires pour qu'aujourd'hui, on puisse savoir comment ça fonctionne. Ça veut dire que grâce à ces outils, on sait par exemple le nombre de partages? Oui, bien sûr, on sait le nombre de partages, on connaît le profil même des gens? Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, en vrai, l'avantage que nous avons, et c'est vraiment très, très, très poussé, c'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons savoir aujourd'hui quelles sont les personnes qui sont connectées. Et c'est surtout au niveau de la tranche d'âge. On peut savoir la tranche d'âge. On peut connaître aussi si ce sont des hommes ou bien ce sont des femmes. Ah bon, jusqu'à là? Oui, ça va jusque-là. On peut connaître aussi la ville de connexion, c'est-à-dire... Tout ça, nous pouvons connaître ton lobby, et même le pays. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut faire une publication en Guadeloupe, mais on peut toucher les personnes qui sont au Canada. Carrément. Carrément. Ouais, bon. Et on peut savoir ça. Je vais essayer ça. Alors, ça semble assez stratégique, mais alors, est-ce qu'il faut booster une publication? Alors, il n'est pas forcément nécessaire de booster une publication, mais c'est quelque chose qui va donner un coup de pouce. Oui. Voilà. Donc, en fait, en boostant une publication, ça va nous permettre, en fait, d'apporter plus... c'est-à-dire, en fait, la publication sera vue par plus de personnes. Voilà, c'est déjà une chose. Et en fait, on peut cibler, en fait. Oui. C'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui, j'ai une crèche qui est ouverte sur Biemao, je peux vraiment cibler ces personnes. On sait très bien... Je peux toucher que les gens qui ont des enfants et qui sont susceptibles de venir. Vous savez bien que la cible, ce ne sont pas les petits bébés. Oui. Ce sont les mamans. Les mamans. Et bien sûr. Et donc, du coup, avec cette information, on peut vraiment cibler. Voilà.
et avec la zone géographique, etc. etc. Et donc, mais il y a quand même autre chose. Est-ce que c'est payant tout ça? Alors oui, bien sûr, c'est payant. Il y a aussi un budget à mettre. Oui. D'accord? Donc, en fait, en fonction de la stratégie, en fonction de ce que vous voulez, si, par exemple, je mets une publication, je pourrais dire que, voilà, j'investis, par exemple, 60 € sur ma publication. Et aussi au niveau de la durée. Donc, on peut déterminer les périodes et aussi la durée, en fait, d'une promotion. Alors, sur ce que s'appelle les médias sociaux, alors, est-ce que ça fonctionne sur Facebook seulement, mais sur Insta, sur Twitter, ça fonctionne TikTok, partout. Sur tous les médias sociaux? Sur tous les médias, ça fonctionne. D'accord. Et on peut les synchroniser, c'est ça qui est génial. Mais alors, comment on peut mesurer les résultats? Oui. Ouais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut mesurer les résultats. On peut savoir, en fait, si une publication fonctionne plus que d'autres. Si, par exemple, il y a une publication qui fonctionne un petit peu moins, je peux retourner dessus et me dire, voilà, réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, revoir, en fait, ma stratégie et me dire aujourd'hui, si cette publication n'a peut-être pas été sur ce que n'a pas généré suffisamment de vues. Voilà. Oui. Donc, je peux me rattraper et changer, par exemple, le style c'est-à-dire que je peux, au lieu de faire un visuel, je peux proposer une vidéo. Et c'est là, en fait, c'est beaucoup plus percutant la vidéo. Justement, j'allais poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'une petite phrase est plus importante qu'une vidéo? Alors... Une petite phrase qui dérange, hein? Alors, moi, à titre personnel, je suis vraiment dans la vidéo. C'est-à-dire, en fait, la vidéo, ça passe plus facilement, le message passe plus facilement, mais on peut toujours ajouter du texte, une phrase d'accroche. Alors, la vidéo, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue quand même. Non, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit longue. Sur les différents formats et différents réseaux sociaux, il y a des choses à respecter, bien entendu. Oui. Alors, l'autre question avant de finir, il faut savoir un peu, les entrepreneurs pensent que les likes sont les seuls indicateurs du succès. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que pas mal de personnes pensent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils se basent sur les likes, ils se disent que bon, ça n'a pas fonctionné, il y a 0 like, il n'y a pas de like, ou bien il y a très peu de likes, ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est des idées reçues. Ah bon, même s'il n'y a pas de like, ça peut... C'est pas sur ça, je dis ça tout le temps à mes clients. Ah bon? Je le dis tout le temps à mes clients, les likes sont un indicateur de performance par rapport à les interactions. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de savoir, par exemple, le nombre de personnes touchées, le nombre de followers. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Oui. Alors, je pose toujours la question, quand tu viens, les médias sociaux aujourd'hui sont ciblés par rapport à l'âge. C'est-à-dire, si je veux toucher des gens qui ont plus de 60 ans, ce n'est pas la peine de le faire sur Instagram. Mais c'est ce que je dis tout le temps. Chaque réseau social ont leur audience, leur cible, leur communauté. Dani, je ne vais pas te trouver sur... Quel âge? Facebook, c'est de quel âge? À peu près, grosso modo. Alors, Facebook, ce serait plutôt du 35, bon, quand même du 25, parce que moi, je suis dessus. Mais plutôt du 25, du 40, un petit peu plus quand même. Mais vraiment, tout ce qui est réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram... TikTok, par exemple. Ah, c'est la jeunesse, vraiment la fleur de la jeunesse. C'est 18, c'est encore moins maintenant. Moins que 18 ans. Ah oui, maintenant... Et Insta? Instagram aussi, c'est pareil. C'est les personnes comme moi, comme le jeune homme à côté. Alors moi, je suis condamné au Facebook. D'accord, ok, merci. Okay. Voilà, non, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et LinkedIn, alors, LinkedIn? Ben, LinkedIn, c'est des réseaux sociaux spécialement pour les professionnels. Pour les professionnels. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, que c'est une communauté de professionnels qui sont regroupés. Et lorsqu'on a une stratégie qui va dans ce sens, c'est mieux d'être sur LinkedIn. Alors, tu sais que tu es sur le Facebook, en ce moment-là, on est sur le Facebook de Canal. Canal a 203 000 followers. Hein. Ah oui, c'est très bien. Alors, je ne dis pas tous les 203 000 sont en train de nous regarder en ce moment, mais enfin, ça fait un bon petit paquet quand même. Oui, c'est bien, c'est très bien. Jeudi, le midi, là, on a entre 10 et 15%, quand même, c'est pas mal. Bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à un entrepreneur qui n'a jamais utilisé les médias sociaux d'info? Alors déjà, comme j'ai dit les premières fois précédentes, il faut pouvoir s'intéresser au maximum sur ces plateformes-là parce que maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans les réseaux sociaux. Et pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui ne connaît pas, et bien, comme je le dis toujours, nous, les community managers, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider, pour établir une stratégie de communication parce que c'est très important. J'appuie dessus parce qu'il ne suffit pas de poster,
Il y a un vrai travail derrière. Voilà. Ok, ben, on a bien noté. On te remercie pour toutes ces informations. Et les gens qui regardent, qui ne savent pas, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, Daniel. C'est vraiment comme ça. Le nom est bien choisi. Merci en tout cas, Nancy. On attend déjà la prochaine chronique et on va parler de cinéma puisqu'on va recevoir. Attendez que je retrouve son nom parce que j'ai tellement de papiers sur mon bureau, mais il va nous dire ça tout de suite. Oui. Alors, on reçoit. Attendez, je me perds dans mes papiers. Il n'est pas cinéaste. Il est membre du jury, c'est ça? Tout à fait. Voilà, c'est le membre du jury, je me disais bien. Bon, alors, ça a commencé depuis vendredi. Le premier film, c'est un film guyanais, c'est ça? C'est cela. Oui, c'est ça, c'est un film guyanais. Tout à fait. Alors, quand on est membre d'un jury comme ça, monsieur Bernabé, c'est une tâche importante parce que vous savez que les producteurs, les réalisateurs attendent beaucoup du jury. Bien sûr. Et il y a toujours des frustrations. Il y a des frustrations. Après, je pense que dans un festival comme celui-ci, il n'y a pas véritablement finalement de compétition. C'est sûr que la personne qui va gagner sera mise en avant. Oui. Mais clairement, et nous, dès le début, on appuie sur le fait que l'ensemble des films sont extrêmement qualitatifs. Oui. Et ils le savent. Et c'est vraiment les échanges qui sont autour. Je crois que le plus dur, c'est pour le jury. Oui. Parce qu'il faut quand même faire un choix. Oui. Moi, j'ai été membre du jury. Je sais ce que c'est. C'est vraiment... Oui. C'est jamais évident. Quelquefois, on voit quelque chose qui est très beau et puis il suffit que 2 ou 3 confrères disent « Ah ouais, il est pas bon ». Exactement. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres, oui. mais à la fin, finalement, alors, il y a plusieurs prix en plus dans ce festival Monde en Vue. Et c'est vrai que à la fin, quand on fait un choix dans un prix, c'est parce qu'on considère que, oui, dans cette catégorie, c'est tel film qui a mérité d'être un peu plus mis en avant que les autres, soit pour des raisons artistiques, soit pour des raisons de sujet. Et là, on est sur des sujets très, très, très lourds, très forts. L'année dernière, enfin, on va parler de ça, on va revenir ce jour. L'année dernière, j'ai découvert ici ceux qui étaient Parallèle 14, puisque vous étiez invité au premier rencontre audiovisuelle de la Guadeloupe. Absolument. 2 petits mots quand même sur Parallèle 14. Bien sûr. Puisque vous faites beaucoup de 3D, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Parallèle 14, on est un organisme de formation spécialisé dans l'animation 3D, les effets visuels et le jeu vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 14 octobre, on fête nos 10 ans. 10 ans déjà. Et avec surtout cet anniversaire, on démarre aujourd'hui aussi notre rentrée sur la Guadeloupe parce qu'on ouvre en Guadeloupe. Oui, j'avais beaucoup compris ça l'année dernière. Ça y est, c'est fait. Exactement, ça y est, on est dorénavant ouvert sur la Guadeloupe depuis aujourd'hui. Ah bon? Ce matin, j'étais voir les étudiants qui ont commencé. On est sur Jarry. Sur Jarry. Aujourd'hui, on est dans des locaux provisoires parce qu'on termine la mise aux normes de nos locaux définitifs. Et vous inquiétez pas qu'on va vraiment faire une ouverture officielle pour convier un maximum de personnes lorsqu'on sera aux Petits Oignons. Alors, le cinéma d'animation, ça se développe aux Antilles, enfin en Guadeloupe, en Martinique. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui intéresse vraiment déjà de plus en plus de cinéastes, les jeunes évidemment. Et le fait d'avoir une école déjà sur la Martinique et maintenant la Guadeloupe, forcément, ça fait bouger les lignes. Et notamment en Guadeloupe, où il y a déjà quand même un tissu au niveau de la formation qui est super structuré, avec le BTS audiovisuel, avec toutes les classes cinéma. Du coup, cette branche de l'animation se rajoute pour avoir un nouveau champ d'expression au niveau du cinéma et du storytelling, des histoires qu'on va raconter et nos histoires. En combien de temps il faut pour être formé en 3D, en animation? 3D. Tout à fait. Nous, on a proposé un cursus de 4 ans. 4 ans? 4 ans, effectivement, à l'issue desquels, comme c'est déjà le cas sur il faut avoir déjà au moins le BTS audiovisuel? Non, il faut avoir au moins le bac. Le bac, oui. Il faut avoir au moins le bac. Alors, ceux qui ont le BTS audiovisuel, forcément, vont démarrer avec quand même quelques acquis. Oui. Mais il faut avoir au moins le bac. Et pendant 4 ans, on les forme à pouvoir intégrer l'industrie. Et aujourd'hui, certains de nos anciens étudiants travaillent déjà sur des projets dans des grands studios sur Paris et sur le Canada, pour des projets pour Netflix, des projets pour le cinéma. C'est déjà le cas. Et on est très heureux de se dire qu'à partir de maintenant, on va former des jeunes Guadeloupéens. Alors, il y en a qui sont déjà formés chez nous, mais que là, des jeunes Guadeloupéens pourront aussi intégrer ce genre de projet. Alors, les effets spéciaux, c'est quand même du matériel particulier, et surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, j'imagine que ça fait tout un mix, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est sûr que ça bouge et c'est intéressant parce que les nouveaux outils donnent possibilité finalement de se dire que lorsqu'avant on pensait à des effets spéciaux mais on se disait c'était pas pour nous, c'était pas possible. Là aujourd'hui on se dit c'est envisageable effectivement sur des productions locales d'ajouter des effets spéciaux de qualité et encore une fois de qualité cinéma parce que c'est vraiment à ça qu'on forme. Et finalement avec un bon ordinateur on peut faire déjà beaucoup de choses et puis évidemment il y a quelques outils qui se rajoutent mais
entre l'intelligence artificielle et les logiciels, aujourd'hui, on a accès à énormément de possibilités. Et c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs dans les prochaines années. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a déjà des productions en 3D sorties de chez vous. Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Non, tout à fait. Alain Bédard, il est passé chez vous, non? Non, Alain Bédard n'est pas passé chez nous, mais au contraire, ça a été une des inspirations pour les jeunes. C'est vrai qu'il a fait un travail incroyable. Dans la Caraïbe, on l'appelle le magicien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos jeunes, au bout de la 4e année, il y a déjà plusieurs films qui se sont faits, parce qu'à la 4e année, on fait un petit film d'animation de 4 minutes. Et aujourd'hui, on en a déjà 5 qui sont sortis. Et qu'on va d'ailleurs, pendant cette année des 10 ans, pouvoir faire découvrir au fur et à mesure. Et voilà, c'est des films d'animation entièrement 3D. Il y a quelques années de ça, j'avais posé la question, on me disait 1 minute d'animation, ça coûte extrêmement cher. Absolument. C'est vrai? Absolument. Ah, c'est vrai que oui, je confirme. Et régulièrement, il y a une sorte de rencontre de toutes les centres de formation et les studios qui se fait chaque année en France. Et à chaque fois, tout le monde revoit un peu les curseurs. Et là, aujourd'hui, 1 minute d'animation, ça peut être entre 10 000 € la minute pour, 10 000 € la minute effectivement, pour des projets courts, jusqu'à 100 000 € pour des longs métrages. Alors, les grands films qu'on voit... c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs millions. Exactement, c'est plusieurs millions de dollars ou d'euros. Mais qu'est-ce qui coûte cher? C'est le matériel, c'est le temps mis pour la création? C'est ça. Il y a le matériel et le logiciel, mais il y a surtout beaucoup de personnes qui travaillent dessus, parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans la chaîne de production. C'est ce qu'on apprend du coup dans la formation. Et du coup, ça fait que c'est des grosses équipes. Quand vous regardez à la fin des films d'animation, vous regardez le générique. Il y a plein de monde. Et c'est toute cette force vive qui permet de faire des productions non seulement qualitatives, mais c'est ce qui forcément fait monter le coût de la production. Ça veut dire que pour l'instant, nos télévisions de Guadeloupe-Martinique ne sont pas encore en mesure de produire des films d'animation. Ça va venir, parce que grâce à ces nouvelles technologies, on va pouvoir, j'en suis sûr, baisser les coûts. Et puis d'avoir des forces vives, même des étudiants localement. À un moment donné, il va y avoir un nouveau modèle économique qui va se mettre en place. Et je pense qu'il y aura quand même un coût, mais je pense qu'on pourra commencer à avoir des belles productions sortir. Il y a des professionnels, notamment les encadrants, qui sont là aussi. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Alors, pour revenir à Monde en Vue, est-ce qu'il y a des films d'animation dans... Alors non, pas encore. Sur le domaine des droits de l'homme, parce que c'est des films vraiment des droits de l'homme, il n'y a pas encore tellement l'animation. Il y a eu quelques films par le passé. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même un moyen d'expression important. Le film documentaire ou de fiction qui traite de ces sujets-là. Et c'est des choses qui peuvent aussi inspirer l'animation et qui peuvent, nous, à notre niveau, nous permettre d'aborder l'animation différemment. Ça veut dire que le film de Bédard n'a pas été produit en Martinique? Le film de Bédard a été produit en Martinique, mais la particularité du film d'Alain Bédard, c'est qu'il l'a fait seul pendant 7 ans. 7 ans, il a pris pour faire ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on l'appelle le magicien. Mais c'est son approche et c'est super. Mon approche, c'est de se dire que demain, on pourra faire des films, mais cette fois, on sera ensemble, parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça s'aborde, une production dans l'animation. Et ça fait beaucoup de monde travailler, justement. Et c'est surtout le potentiel de vente à l'international de l'animation est bien supérieur à celui du cinéma. C'est une réalité. Oui, bien sûr. Et c'est en ce sens que c'est une opportunité aussi pour diffuser nos histoires à travers le monde. Je ne sais pas, un film comme Vanille, ça a été un film d'animation? C'est un film d'animation, tout à fait. C'est en animation 2D. Oui. Superbe travail de Guillaume Louret, on a envie de voir la suite, on a sur la suite, moi j'attends toujours la suite. Et là aussi c'est une ouverture et on espère très prochainement pouvoir l'inviter à Parallèle 14. Je crois qu'il est en train de travailler sur un deuxième film en ce moment, d'après ce que je sais. C'est ça. On l'avait invité ici il y a 2 ans dans le festival. Bien, alors, le jury, combien de films vous verrez pendant ce jury? Alors, on a une dizaine de films à regarder. On continue à les voir, c'est long, regarder 10 films. Vous les voyez en privé ou en grande salle, non? On les regarde en privé, effectivement, en amont. Et puis ensuite, quand on a l'occasion d'aller les voir ou les revoir en grande salle pendant le festival. Quels sont les critères qui sont retenus pour primer un film? Alors c'est complexe. Alors, déjà, ça change d'un festival à l'autre. Et la difficulté, et c'est pour ça que je ne vais pas donner forcément des critères précis, parce que les films sont très différents. Les sujets sont très différents. Donc évidemment, on va quand même regarder la qualité de la réalisation, technique, artistique, et le sujet, et du coup la manière dont le sujet a été traité, la manière dont il nous aura impacté. L'émotion, de manière générale, dans le cinéma, c'est vraiment une donnée très importante. On ne fait pas juste des images pour faire des images. Donc voilà, c'est plus sur ce genre de critères. Et puis évidemment, selon le prix en question, on échange entre les membres du jury pour voir lequel des films
mérite tel ou tel prix. D'accord. Donc on attend la fin du festival pour avoir une petite idée des votes qui vont être faits. En tout cas, merci d'être venu, parce que je vois qu'il y a des gens intéressants, Harry Roselmack, Gilda Confier, Axel Lafleur, qui est même producteur, réalisateur, Guillaume Roubillard, enfin bon, que des gens du milieu pratiquement. Absolument. Et donc, bonne chance au jury, et surtout aux films qui vont être présentés. Bien sûr, et il faut aller voir le festival, j'encourage le public à aller découvrir ces films très enrichissants. Voilà, merci en tout cas monsieur Bernabé, Saïdou Bernabé, d'être venu. Il est 13h19, on revient à l'actu. L'actu, c'est la présentation, c'est la réouverture de la déchetterie de Déhé. On voit tout de suite ce reportage d'Olivier Moradel. C'est parti. C'est une très grande satisfaction pour moi que nous puissions réouvrir la déchetterie, un an de travaux. Beaucoup de travaux de sécurisation, puisque nous voulions que nos utilisateurs soient sécurisés. Il faut rappeler qu'il y a eu un accident, ça a été très, très dommageable, et j'en parle avec encore beaucoup de peine. Et également pour nos salariés, puisque compte tenu de la proximité avec le passage donc, des camions, donc nous avons tenu compte de ces aspects. Donc c'est une très grande satisfaction, et cela permet de concourir à cette volonté de la CNBT d'être un territoire de haute qualité environnementale. On a la déchetterie de Pointe-Noire, la déchetterie du Lamentin, la déchetterie de Déhé, celle de Petit-Bourg qui va se terminer, et bien sûr celle de Goyave qui va commencer. La déchetterie de Déhé existait déjà, mais il y avait quelques problèmes de fonctionnalité, notamment il y avait un point relativement dangereux compte tenu du passage des camions qui desservent du moins une zone d'activité en hauteur, et par conséquent, on a voulu éloigner les agents qui sont en bordure de route pour qu'ils soient plus en sécurité, et puis apporter un complément de moyens de collecte aux administrés de la commune. Franchement, je suis content parce que j'allais à Pointe-Noire, le trajet était difficile pour moi. Quand j'ai su que la déchetterie était ouverte aujourd'hui, j'ai profité pour jeter. Je n'ai pas de message à faire passer, c'est juste qu'il faut faire la conscience des Guadeloupéens. Parce qu'on a des déchetteries, c'est fait pour. Parce que des gens comme moi, ou comme plus grands que moi encore, ils n'ont pas encore eu la mentalité de jeter à la déchetterie. Parce que moi, je suis né dans ça. Franchement, ça ne me dérange pas d'aller à la déchetterie au moins 5 fois dans la journée. Au moins, je sais que c'est un endroit sûr. En termes d'habitants, c'est d'un confort et d'un pratique, bien sûr. On l'attendait depuis un petit moment, cette réouverture. Hein. On est très contents. Comme ça va permettre effectivement de tout stocker proprement plutôt que de retrouver ça dans la nature. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux. On va faire aussi une campagne de communication pour que les administrés puissent vraiment prendre possession donc, de cette déchetterie. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir que le premier jour de la réouverture, nous avons eu 2 utilisateurs, 2 administrés qui sont venus pour remettre leurs déchets. Donc j'invite toute la population de Déhé, du Nord Basse-Terre, à venir sur place, la déchetterie, en plus avec des amplitudes horaires du mardi jusqu'au dimanche, de manière à permettre qu'à toute heure qu'on puisse venir. Voilà, on va partir à Paris avec l'inauguration du festival Langue et Culture Créole. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, était sur place comme d'habitude. Reportage avec Leslie Arnout, c'est parti. Jusqu'au 25 novembre se déroule le festival Langue et Culture Créole dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, mais notamment à Londres et Montréal. En janvier prochain, le festival sera transporté en Guadeloupe, Martinique et Guyane, au programme des spectacles de danse, de musique et de théâtre, mais également des conférences et des projections cinématographiques. Chantal Loyal, présidente de la compagnie d'Ifekako, est à l'origine depuis 2017 de ce festival. L'équipe d'Outre-mer News était présente lors de l'inauguration du festival des langues et cultures créoles. Avec nous, la grande Chantal Loyal pour cet événement ce soir, le lancement de ce festival, 8e édition, festival créole. Alors, c'est un événement. Chantal, en 2 mots, rapidement, l'histoire de cet événement. Comment ça a été monté au départ ? Écoutez, ça s'est fait, comme l'a dit Jacques Martial, par Soria Adel, qui défendait énormément le créole pour que ce soit inscrit en scolaire et qu'on puisse passer le bac en créole. Et du coup, est né par Tony Mango ce festival au départ, qui était un moment créole qu'il faisait autour des créoles. Et ensuite, l'essoufflement aussi de certaines équipes. Donc c'est pour ça que j'espère que des personnes vont reprendre le relais après la compagnie d'Ifekako et Chantal Loyal, parce que c'est difficile à maintenir, ce n'est pas simple.
Et donc l'événement est né en 2017 pour un moment créole et finalement on en a fait un festival et des mois, c'est pas que un mois mais plusieurs mois qui se répondent entre l'Hexagone et la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. l'Atlantique, mais néanmoins Voilà. de Montréal. Hein. Exactement, il y a même une année on l'a fait à La Réunion. Donc voilà, l'idée c'est de réunir tous les projets créoles qu'il y a partout dans le monde, on va dire. Ça pourrait être au Japon un jour s'il y a des créoles au Japon. Voilà, donc l'idée c'est d'ouvrir et de faire connaître cette culture et que nous soyons des ambassadeurs de cette culture qui est riche et qui est un exemple du métissage et de la pluralité du monde. Voilà, c'est avec ce reportage, on va finir la deuxième séquence du ZCL News. On se retrouve tout à l'heure pour nos deux autres chroniqueurs. Je vais parler de Sylvie Rosier et de Marilène Ferdi, l'organisatrice justement des rencontres guadeloupéennes de l'audiovisuel qu'on M. Bernabe doit sûrement connaître. Merci, à tout de suite. Voilà, dans une minute, il va être 13h30. C'est l'heure de retrouver Marilène Ferdi, directrice du campus Luminance, et un peu plus tard, Sylvie Rosier, toutes les deux chroniqueuses du ZCL News. Mais avant, on va faire un petit tour sur l'actu. Très rapidement, il y avait une élection, c'était Miss Goyave ce week-end. C'était Canal 10, c'était en direct. On regarde un peu ce que ça a donné. Miss Goyave 2024 sera et restera Christina. Ça fait 2 ans que j'attendais ce moment. Je me suis préparée. Et avec l'association Jeunesse Goyave, le comité de Miss Goyave, Passion Events, Michael et Joël, ça a été un honneur de travailler avec eux. Et ils m'ont permis ce soir d'être ici et d'avoir remporté le titre de Miss Goyave. Le public de Goyave a été incroyable ce soir et une candidate qui fait l'unanimité. Miss Goyave 2024, Christina, qui va nous représenter, qui portera la responsabilité d'être une vraie ambassadrice pour la ville de Goyave, à la fois sur la commune, mais aussi sur les invitations extérieures qu'elle aura. Une grande fierté et je suis heureux que ce thème ait pu motiver nos jeunes filles, notre jeunesse. Et je souhaite une longue vie à l'élection de Miss Goyave et une belle année pour Christina bientôt. Mon projet, en tout cas pour la commune, dans un premier temps, ce serait de développer et valoriser la jeunesse sportive féminine. Quand je suis une footballeuse et une futsaleuse, j'aime le sport. Et je trouve que le sport féminin, en tout cas, il n'est pas assez, on va dire, développé et assez valorisé. Donc, dans un premier temps, ce serait de le défendre. Non, c'était bien Bonsoir. ça, mais non. C'est bien ça, il faut juste la descendre. En partant de notre Goyave, bonsoir! On avait goûté, pourtant. Voilà. Mais Michael est là au Lors de mon discours, que la Miss Goyave véhicule les valeurs de la commune. Il faut du caractère, il faut de l'engagement, il faut de la responsabilité, mais il faut aussi beaucoup de solidarité, de respect et d'amour, voire d'une manière globale de l'empathie. Et travailler pour l'intergénération. Et donc notre jeunesse ne doit pas se concentrer que sur les jeunes. Elle doit aller face à ces problématiques de santé, face à ces problématiques de sécurité, face à tout le discours qu'on a dit sur la prévention, elle doit aller vers l'autre. L'autre, ce n'est pas uniquement sa génération, c'est toutes les générations. Et ces valeurs-là, elles sont importantes, c'est celles qui font Goyave. Et je suis heureux que la Miss Goyave 2024 puisse prendre le relais et accompagner la municipalité et la population d'une manière générale dans cette belle œuvre. Je suis fière de dire que je suis la première futsaleuse guadeloupéenne à être élue Miss de concours de beauté. Bravo donc pour cette Miss Goyave. Il va être, ça y est, il est 13h30. Avant de fixer les objectifs en équipe pour une année réussie, on salue Sylvie, bonjour. Bonjour Dani. Ça va? Ça va, oui. Bon, on va se booster dans un instant. Pour l'heure, on revient au JCL, l'édito du lundi 14 octobre, et c'est le générique de la chronique de Madame Ferdi. C'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bien, rebonjour Madame Ferdi. Et aujourd'hui, on va parler de... Deepfake, menace Oui. ou opportunité?
Voilà, ben, c'est parti. Alors, d'une manière générale, il faut peut-être le redire, c'est quoi un deepfake pour les gens qui ne savent pas, qui n'étaient pas là la dernière fois. Voilà, donc c'est vrai que la semaine dernière, j'étais agréablement surprise d'avoir le retour concernant les deepfakes, l'intérêt que les gens portent au deepfake. Alors on va simplement dire que le deepfake, c'est ce qu'on appelle plus couramment fake news, des fausses informations. Alors le deepfake, la particularité, c'est que c'est généré par une intelligence artificielle. Ça peut être une image ou une photo. Alors c'est de l'usurpation d'identité, ça il faut le reconnaître. En France, c'est condamner fortement l'usurpation d'identité. Et quel est l'intérêt du deepfake? On l'avait vu la dernière fois, c'est de manipuler l'information. Ça, c'est très important. Et puis, il faut savoir qu'on en a de plus en plus en période électorale. Alors, en ce moment, c'est la campagne présidentielle américaine. Ah ben alors là, les deepfakes, ça fleurit un peu de partout. Et l'autre particularité, je l'avais dit, c'est important, c'est que ça touche un type de population bien particulier. Et ça a une finalité bien particulière. Ça touche nous, les femmes en particulier. Les femmes sont touchées à 90% par le deepfake. Et pourquoi? Pour des vidéos, des photos à caractère pornographique. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Taylor Swift, la grande chanteuse de pop. À la précédente élection, elle avait choisi le camp des démocrates. Et bien, comme par hasard, on a vu une flopée de deepfakes apparaître dans des scènes pornographiques. Donc, ce n'est pas toujours simple. Alors, au-delà du fait que oui, ça il faut le reconnaître, le deepfake, c'est une menace. C'est une pollution et ça remet en question tout cet adage qui vous dit il faut voir pourquoi. Non, il ne faut plus voir pourquoi, sans oublier qu'il y a il y a à présent des applications donc d'intelligence artificielle, nouvelle génération, qui font des vidéos et des photos plus vraies que nature. Et ce qui est en plus dangereux, ça je l'avais précisé, c'est qu'avant, pour faire un deepfake, puisque ça existe depuis longtemps, avant l'intelligence artificielle, ça existait, mais pour faire un bon deepfake, il fallait avoir quelqu'un qui avait d'excellentes compétences, qui n'était pas facile à trouver, et ça coûtait extrêmement cher, donc ce n'était pas à la portée de tous, et ça prenait des jours, des heures, des mois. À présent, pour faire un deepfake, le premier venu peut avoir accès à une application. Il n'a pas besoin d'avoir fait des études particulières, non seulement ça, mais en plus, ça se fait en une fraction de seconde et ça ne coûte pas cher en termes pour les applications. Bon, au-delà du fait que oui, on est d'accord, le deepfake, c'est une menace, on a vu, hein, ça crée des situations, des fraudes, des situations frauduleuses. On sait aussi que les répercussions sont psychiques. Parce que quand Trump, on sort un deepfake de Trump qui annonce qu'il va guérir le sida, il a trouvé avec ses laboratoires, des laboratoires qui travaillent pour guérir le sida. Et qu'on se rend compte qu'en fait, quand c'est un deepfake, que ça n'existe pas, vous imaginez les gens qui sont atteints de cette maladie et qui se rendent compte qu'on leur a donné de faux espoirs. Donc il y a l'aspect psychique. Mais il y a aussi un autre aspect dont on parle peu, mais même dans les publications, c'est que ça peut être aussi une opportunité. Je vais prendre quelques exemples. Notamment sur les films historiques. Nous savons que nous avons des applications, donc je peux utiliser, par exemple, on va parler de l'application StyleGun. C'est une application intelligence artificielle qui permet de reconstituer un personnage, un visage, comme à l'authentique, avec une photographie qui n'a jamais existé. Nous, qui rêvent pas un jour de faire, imaginons un film qui retrace l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, plus vrai que nature avec ces femmes. Alors, on ne va pas l'appeler deepfake, hein, mais avec ces intelligences artificielles, ces applications qu'on utiliserait, est-ce que ça ne peut pas être intéressant dans le cadre d'une reconstitution historique? Oui, sans doute. Sans doute. Alors après, même pour la publicité, alors souvent, ça permet aussi, alors on ne va pas dire de cloner, hein, un même acteur peut se retrouver, grâce au deepfake, à travailler pour plusieurs distributions en même temps. Voilà. Donc tout ça, tout dire que le deepfake, oui, c'est une menace, mais dans le milieu du cinéma, de la publicité, et même pour des types de populations en situation de handicap, grâce à cette intelligence artificielle et la génératrice d'images, on peut, en une fraction de seconde, doubler des films, notamment pour les personnes, pour le langage des signes. Ce qui prend énormément de temps et qui est compliqué.
Et grâce à l'intelligence artificielle, oui, on peut avoir accès à ce genre de choses. Et donc, tout ça pour dire que c'est l'une des raisons qui a fait que cette année, donc j'explique pourquoi nous avons mis la thématique de l'intelligence artificielle au cœur des rencontres de l'audiovisuel, mais à travers un Master Talk, donc, qui porte la thématique donc, des opportunités de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation, de l'économie, mais aussi dans le monde de la culture. Alors, ce n'est pas n'importe qui. En plus, le conférencier qu'on a eu la chance d'avoir, oui, c'est quelqu'un lui-même qui a dû se reconvertir quand il s'est rendu compte que l'intelligence artificielle allait faire disparaître son poste. Voilà. Donc, rendez-vous le vendredi 15 novembre dans les jardins de Guadeloupe la Première. Et donc, l'affiche, vous voyez à l'écran. Donc, il faudra nous donner vos noms, vos prénoms et vous l'envoyez tout ça à campusluminance@gmail.com. Ça dure la journée. Vous pourrez vous restaurer sur place. Il y aura 4 espaces de conférences, des animations. Donc, rendez-vous le vendredi 15 novembre de 9h à 16h dans les jardins de Guadeloupe la Première. Voilà. Merci, Madame Ferdi. Il est 13h40. Eh bien, on va passer le temps qui reste avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Glenn. Et donc on va parler de sa chronique Boost et vous. Générique, c'est parti. Voilà Sylvie, alors bienvenue dans la chronique, c'est la première fois que je suis avec cette chronique où nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les gens, tout le monde, puisqu'il faut fixer les objectifs en équipe pour que l'année soit réussie. C'est tout à fait ça. Et oui, puis je me suis dit, on est au mois d'octobre, finalement la fin d'année n'est pas si loin, donc c'est peut-être le moment de commencer à y réfléchir. Absolument. Alors comment ça s'organise, quand vous fixez ces objectifs, comment on s'y prend? C'est plus qu'un exercice de planification. Il faut d'abord partir de la vision du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur, où il doit se demander où il veut amener ses équipes, où il veut amener son entreprise. Oui. Et c'est à partir de cette vision commune, en fait, qui sert un peu d'image générale de l'accomplissement, de ce qu'ils veulent accomplir ensemble. Et donc, du coup, ça fait un peu comme un tracé, une boussole pour l'équipe. Et donc, ça permet à tout le monde de savoir où on veut aller, pourquoi on le fait et comment on va y arriver. Ça veut dire que ça inspire et ça motive en même temps? Ah, mais bien sûr, mais d'abord, il faut communiquer cette vision à l'ensemble de l'équipe pour que ça puisse fonctionner. Donc, en clarifiant la vision pour l'année et en mettant en place des actions comme des ateliers pour travailler ensemble sur la mise en place de ces grands objectifs. Et donc, si je comprends bien, cette vision commune crée une synergie dans l'équipe. Tout à fait. Oui. Donc, c'est le point de départ, en fait, de la mise en place des objectifs pour l'année, où après, ils peuvent découler ensemble des moments de cohésion en équipe, en atelier, communiquer se poser les questions, laisser la parole à l'ensemble de l'équipe, accepter ou écouter les idées, laisser tout le monde proposer des idées, des choses à améliorer, etc. Mais j'ai envie de dire que finalement, dans une entreprise, la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Ben bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on va développer la prochaine fois parce que c'est essentiel. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer parce que il faut remarquer que depuis 2020, les personnes, les employés, les collaborateurs, ils demandent plus que de juste avoir leur travail à faire et des tâches. Ils veulent comprendre le sens. Comprendre pourquoi ils font. Pourquoi ils font ça. Et à quoi ça va servir. Et des fois, même cette recherche de sens va plus loin que juste le travail même dans l'entreprise, mais voir la répercussion sur le monde, sur l'environnement, etc. Ça peut aller jusque-là. Donc, une fois que cette vision commune bien en place, c'est-à-dire que le chef d'entreprise a dit, bon, voilà, on va dans tel sens ou telle raison, les objectifs d'équipe doivent venir en complément, c'est ça? Ils arrivent en complément, tout à fait. Il faut, d'ailleurs, par rapport à cette recherche de sens, les objectifs d'équipe ne doivent pas être juste des objectifs chiffrés, ça ne doit pas juste être... il faut intégrer cette dimension humaine. Et c'est pour ça qu'en complément, on fait un travail. Il faut mettre en place un travail ensemble pour voir les tâches à mettre en place,
les sous-objectifs par équipe aussi, par service, et voir en quoi chaque tâche effectuée par tout un chacun est important pour la réussite de l'entreprise et la réussite de cette vision. Et c'est ce qu'on appelle donner du sens à... Donner du sens au travail. Donner du sens à son travail. Exactement. Et donc, au-delà des chiffres, il faut intégrer de cette dimension humaine. De toute façon, c'est obligatoire. Tout à Alors, c'est vrai, la crise a transformé notre façon de travailler. Oui. C'est-à-dire le Covid, avant, bon, on est resté des semaines enfermés, il n'y avait pas de communication à l'extérieur. Qu'est-ce que ça a pu changer dans le fonctionnement de l'entreprise et du salarié à l'intérieur de l'entreprise? Ça a beaucoup bousculé parce que finalement, tout un chacun s'est retrouvé seul, quasiment. On n'était pas prêt parce que après, il s'est développé beaucoup de techniques de visioconférence et tout ça. Donc, du coup, les managers se sont retrouvés très loin de leurs équipes et il fallait trouver le moyen de ramener tout le monde tout en étant en confinement. Oui. Et là, c'était le moment de discuter, de connaître les aspirations de tout un chacun, d'impliquer chacun dans les certaines décisions de l'équipe de l'entreprise pour avancer ensemble et ne pas crouler pendant cette crise. Je pose la question à côté quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, la visio n'a pas pris le pas sur le distanciel, sur le visuel, enfin, je veux dire, sur le présentiel, pardon? Sur le présentiel? Non, pas forcément, mais en fait, il faut... Il y a des gens qui préfèrent travailler en visio. Ah ben oui, il y en a. Moi j'aimais bien. Mais finalement, c'était parce qu'avec le distanciel, certaines personnes ont trouvé une autre façon de travailler, une autre façon de s'organiser. Il n'y avait plus forcément le blocage des horaires de bureau. Et donc, des fois, certaines personnes pouvaient commencer plus tôt ou finir plus tard, etc. Oui. Mais à côté de ça, il fallait garder le lien avec l'équipe. Donc, c'était essentiel de remettre en place certaines choses avec l'équipe, comme par exemple des routines où tous les matins, on se connecte pour juste faire le point sur la journée, se fixer les objectifs de la journée ensemble, même si on n'est pas tous ensemble dans le bureau. Oui. Et alors, de votre avis, Sylvie, comment le manager peut répondre à ces demandes de ses salariés? Je pense que d'abord, lui, il doit clarifier sa vision, ses objectifs stratégiques pour son entreprise, donc la partie à grande échelle, et ensuite présenter ses objectifs stratégiques. Alors, il y a une démarche. Donc, il y a une démarche, il y a des étapes présentées, déjà établir cet objectif stratégique, cette vision. La présenter à ses équipes et travailler avec ses équipes autour, voir déjà eux ce qu'ils en comprennent de cette vision et d'où ils veulent aller. Et après, travailler ensemble pour voir comment on y va ensemble. Quelle est l'implication de chacun des services ou de chacun des membres de l'équipe dans cette planification? Et puis, mettre en place des réunions quotidiennes ou, enfin, en tout cas régulières pour voir comment on a avancé, où on en est, et puis si ça fonctionne finalement. Donc, au-delà même de la performance, de la performance, il y a aussi répondre à un besoin plus profond chez le salarié par rapport à son manager. On en revient au sens, et c'est ce qui est important. Donc, il faut pas. C'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas souvent en entreprise, mais c'est important de connaître le sens même les valeurs, les aspirations de nos collaborateurs. Oui. Donc là, en entretien individuel, pourquoi pas discuter autour de cette partie-là et après voir à côté des aspirations de chacun et des valeurs de chacun, comment on fait un pot commun et comment on allie ça à l'objectif de l'entreprise. Il faut être très collaboratif. Très collaboratif, c'est ça. Non, je crois que c'est pense... la recette du succès commence par la collaboration et la communication. Savoir où on veut aller, comment on veut aller, c'est-à-dire c'est par étapes. Et pourquoi on y va. Et pourquoi on y va. Et on comprend. Alors, tout ça, ça semble très participatif. Est-ce qu'il y a un exemple d'entreprise qui aurait bien réussi à fixer des objectifs collectifs, Sylvie? Oui, j'ai un exemple dans une entreprise dans le numérique, justement, parce qu'il y avait pas mal de concurrence dans ce domaine. Donc, du coup, on est parti des étapes que j'ai décrites tout à l'heure, avec le chef d'entreprise pour voir sa vision stratégique, où il voulait amener son entreprise. Et ensuite, on a mis en place un certain nombre d'ateliers avec tous les services pour voir comment chaque service peut intégrer des actions, des objectifs de réussite, chiffrés ou pas, avec les équipes. Ils sont mesurables, les objectifs? Ils sont mesurables. On peut, par exemple, établir le nombre pour des personnes qui sont au service client, le nombre d'appels par jour, répondus par jour, voir le nombre de problématiques résolues, ou ce qui reste en suspens, le nombre de clients mécontents, des fois aussi. Ça peut être un certain nombre de capteurs qu'on peut récupérer et se dire, bon, OK, on a ça comme données. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Où ça va nous emmener? Et comment on fait pour réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé?
Ça veut dire donc dans ce système-là, on peut voir un peu comment l'entreprise progresse en fonction des objectifs fixés. Oui. D'où l'importance de mettre des points réguliers, en fait. Il ne suffit pas de fixer des objectifs en début d'année et puis en fin d'année faire le bilan. Il faut les suivre tout au long de l'année pour s'ajuster. Oui. Finalement, c'est important. Visiblement, la communication interne est fondamentale dans tout ça. Hein? Oui, tout à fait. Parce il faut communiquer régulièrement, discuter, échanger, de manière à ce qu'on puisse rectifier quand il y a lieu. Alors, et si ça ne marche pas? Mais si ça ne marche pas, c'est là que le collectif est important. Donc, du coup, on peut discuter ensemble et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. En partant des indicateurs qu'on a, si c'est en interne ou en externe, on peut interroger les clients également. Ça fonctionne. Et à ce moment-là, se réajuster et repartir sur de nouveaux objectifs ou voir qu'est-ce qu'on doit améliorer ou finalement abandonner aussi. Alors, Sylvie, puisque vous êtes spécialiste du domaine, un chef d'entreprise qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ce que l'objectif, les moyens, etc. Qu'est-ce qu'on peut lui dire concrètement pour qu'il puisse lui-même essayer de modéliser un petit peu son entreprise? Qu'il soit même entrepreneur individuel, là on ne parle plus d'équipe, mais un entrepreneur doit avoir sa vision, doit savoir où il veut emmener son entreprise. Donc on part toujours de cette étape et à partir de là, du coup décliner cela en objectifs et se dire pour arriver à ça, par quoi je dois passer, qu'est-ce qui doit être mis en place, qu'est-ce qu'on doit faire et répartir dans les services. Ensemble, les étapes, faire le point régulièrement pour impliquer les équipes, pour garder l'engagement, la collaboration de tout un chacun et planifier des points réguliers pour évaluer où on est bon, où on n'est pas bon et qu'est-ce qu'on améliore pour réussir. Et si on n'est pas bon, de rectifier ce qui on rectifie ensemble. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais ça a l'air assez important et finalement, aujourd'hui, parce que quelquefois, on trouve les chefs d'entreprise qui disent « Ouais, si vous ne comprenez rien, ça ne va rien pas fonctionner, etc. etc. » C'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu ce travail interne d'essayer de comprendre les objectifs à fixer et aussi le transmettre à ses salariés, à ses employés. C'est ça. Mais si l'employé ne sait pas pourquoi le chef d'entreprise veut réussir à atteindre tel objectif, c'est un peu plus compliqué de se sentir impliqué dans la réussite de cet objectif final. Oui. Donc c'est pour ça qu'il est important de collaborer et de discuter avec les équipes et puis d'échanger et de se mettre d'accord sur on y va ensemble, puisque finalement, la réussite de l'entreprise, c'est la réussite de tout le monde au sein de l'entreprise. Alors, juste une question un petit peu directe, directe sur ça. Ça veut dire que quand un chef d'entreprise vous contacte, vous faites presque une audit interne? Au début, oui, il faut, pour savoir où il en est, quelles sont ses attentes, d'où il part avec ses équipes, et après, on met en place un plan d'action, d'activité, ou réparti sur du court, moyen, long terme, des fois, en fonction des attentes. Je pensais plutôt du moyen terme, parce qu'au court terme, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais ça dépend d'où on part, finalement. Parce qu'il y en a qui ont déjà une base de communication, de bonne collaboration, et il leur manque quelque chose pour multiplier encore les chiffres, ou pour aller plus fort, ou pour impliquer encore plus les équipes. Donc là, ça peut aller plus vite si déjà la base est bonne. Bien, alors, ça veut dire que si un chef d'entreprise qui a ce besoin-là, on peut vous contacter? Tout à fait. Oui. C'est ça. Le numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 52 02 41. Voilà, c'était la chronique Boost. Et vous, est très important, vous, chefs d'entreprise qui nous regardez, si vous avez besoin de booster votre entreprise en interne et bien sûr à l'externe, vous avez la bonne personne qu'on retrouve toutes les 2 semaines ici, à cette heure-là dans le ZCL. Voilà. Merci Sylvie. Merci pour ces conseils importants et stratégiques. Et on va essayer de se booster. Il est 13h53 minutes. Je rappelle que ce matin, ce midi, on a reçu Lovely Romuald. C'est une sage-femme du PMI pour une manifestation qui se fait mercredi au Fort Fleur d'Épée. Si vous avez des enfants, vous voulez être enceinte, vous êtes enceinte ou vous avez été enceinte, vous pouvez y venir avec votre enfant ou avec votre mari ou toute seule. En tout cas, la PMI du Conseil général est en train d'organiser cette journée spécialement pour les mamans, pour justement, j'ai envie de dire, pour booster un petit peu leur vie quotidienne, parce que souvent, une femme est enceinte, elle a des difficultés. Mais on a reçu donc ce matin Madame Lovely Romuald, et c'est une sage-femme, et donc toutes ces sages-femmes seront là, elles sont 19, elle m'a dit, pour la Guadeloupe. Rendez-vous mercredi. Saïdou Bernabé, Jouy Alliance Ciné Caraïbes, est venu nous parler de Monde
monde en vue, puisque c'est le festival qui dure jusqu'au 19 octobre, jusqu'à le milieu de la semaine. Et il y a un jury, les membres du jury, il nous a parlé un petit peu aussi de son entreprise Parallèle 1114. Nancy Duflo, notre communicante, notre community manager, nous a fait un beau petit parcours aujourd'hui, justement, sur comment utiliser les médias sociaux pour pouvoir booster votre entreprise. Vous voyez que tout se rejoint dans le monde d'aujourd'hui. Après ça, on a eu le JCL de Ferdi, Louisie, et donc qui nous donne rendez-vous le 15 novembre. Ce sera pour la journée, effectivement, des règles, et on compte le salon immersif des métiers de formation dans l'audiovisuel. Et puis, on vient d'avoir la belle intervention de Sylvie Rosier, chroniqueuse sur le boostage, j'ai envie de dire, de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est très important pour faire avancer votre entreprise, mais il faut savoir fixer des objectifs pour une année réussie. On est à la dernière partie de l'année, ce moment commencer déjà à y réfléchir. Sinon, l'actualité, on a fait la messe de rentrée des écoles catholiques de la cathédrale de Basse-Terre, c'était hier, avec le Monseigneur Guiogou. On a fait l'inauguration du festival Langue et puis Kilti Créole, et puis ce matin, on a vu qu'il y avait un blocage aussi, LCDM, à la sortie de Sainte-Rose et à l'entrée de Bémao. On a fait un petit reportage là-dessus. Nous sommes allés à Paris. Bref, on a vu aussi cette conférence sur la santé mentale à la Maison des Quartiers des Sources à Capesterre-Bello. Et on a parlé de l'ouvrage Le Cri. C'est un ouvrage sur l'anorexie, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de cette maladie. Et il y a un ouvrage qui est sorti, qui a été présenté ce week-end. C'était devant la caméra d'Olivier Morandel. Alors, je ne sais pas si le sujet sur la déchetterie est prêt ou pas, non ? Oui, il est prêt. On va revenir sur la déchetterie de DE. C'était la CNBT. On regarde tout de suite ce sujet. C'est une très grande satisfaction pour moi que nous puissions réouvrir la déchetterie. Un an de travaux, beaucoup de travaux de sécurisation, puisque nous voulions que nos utilisateurs soient sécurisés. Il faut rappeler qu'il y a eu un accident, ça a été très, très dommageable. Et j'en parle avec encore beaucoup de peine. Et également pour nos salariés, puisque compte tenu de la proximité, avec le passage donc, des camions. Donc, nous avons tenu compte de ces aspects. Donc, c'est une très grande satisfaction et cela permet de concourir à cette volonté de la CNBT d'être un territoire de haute qualité environnementale. On a la déchetterie de Pointe-Noire, la déchetterie du Lamentin, la déchetterie de Déhé, celle de Petit-Bourg qui va se terminer et bien sûr celle de Goyave qui va commencer. La déchetterie de Déhé existait déjà, mais il y avait quelques problèmes de fonctionnalité, notamment il y avait un point relativement dangereux compte tenu du passage des camions qui desservent du moins une zone d'activité en hauteur, et par conséquent on a voulu éloigner les agents qui sont en bordure de route pour qu'ils soient plus en sécurité, et puis apporter un complément de moyens de collecte aux administrés de la commune. Franchement, je suis content parce que j'allais à Pointe-Noire, le trajet était difficile pour moi. Quand j'ai su que la déchetterie était ouverte aujourd'hui, j'ai profité pour jeter. Je n'ai pas de message à faire passer, c'est juste qu'il faut faire la conscience des Guadeloupéens. Parce qu'on a des déchetteries, c'est fait pour. Parce que des gens comme moi, ou comme plus grands que moi encore, ils n'ont pas encore eu la mentalité de jeter à la déchetterie. Parce que moi, je suis né dans ça. Franchement, ça ne me dérange pas d'aller à la déchetterie au moins 5 fois dans la journée. Au moins, je sais que c'est un endroit sûr. En termes d'habitants, c'est d'un confort et d'un pratique, bien sûr. On l'attendait depuis un petit moment, cette réouverture. On est très contents. Comme ça va permettre effectivement de tout stocker proprement plutôt que de retrouver ça dans la nature. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux. On va faire aussi une campagne de communication pour que les administrés puissent vraiment prendre possession donc, de cette déchetterie. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir que le premier jour de la réouverture, nous avons eu 2 utilisateurs, 2 administrés qui sont venus pour remettre leurs déchets. Donc j'invite toute la population de Déhé, du Nord Basse-Terre, à venir sur place, la déchetterie, en plus avec des amplitudes horaires, du mardi jusqu'au dimanche, de manière à permettre qu'à toute heure qu'on puisse venir. Voilà, cette fois c'est bien fini. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL News. On avait aujourd'hui à la réalisation Jordan le magicien et avec lui Satyam et aussi Leslie. Voilà, c'est la petite équipe du ZCL News qu'on essaie de booster. À demain.